FIT-LATAM en colaboración con OCHEAC. Nuestro tema se titula La importancia de la traducción y el estatus de la profesión, el cual tiene como objetivo resaltar la trascendencia de la traducción en diversas áreas de la vida y destacar la importancia de considerarla como la profesión valiosa y respetada. Esto puede ayudar a generar una mayor comprensión y aprecio por el papel del traductor en la sociedad actual. Se abordará la importancia de la traducción en la sociedad y en la economía global y se indagará sobre las causas fundamentales de deficiencia en el estatus de la profesión, así como las medidas que deben implementarse para elevarla al nivel de otras profesiones bien reconocidas como el derecho, la medicina y la ingeniería. Agradecemos a todas las personas que ya se encuentran conectadas y a quienes están sumando en este momento. Les pedimos que por favorcito enciendan sus cámaras. En este momento vamos a tomar la foto de inicio. Estamos ya. Bianchi, nos avisas cuando ya esté, por favor. Una sonrisita todos. Estamos listos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora damos la palabra a nuestra presidenta de FIT-LATAM, la licenciada Mary Ann Monteagudo. Muchas gracias, Patti. Buenos días a todos y bienvenidos. Es un gran honor y un verdadero placer dar la bienvenida a Donald Barabé, quien hoy nos hablará sobre un tema de gran relevancia, la importancia de la traducción y el estatus de la profesión. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a OTIAC, la Orden de Traductores, Terminólogos e Intérpretes, acreditados en Quebec, por facilitar este encuentro. Asimismo, estamos profundamente agradecidos a Donald por su disposición a compartir su valioso conocimiento y experiencias con FIT-LATAM. Este evento representa una oportunidad única para profundizar en la comprensión de la traducción, no solo como una actividad lingüística, sino como una profesión esencial en nuestro mundo interconectado. Estamos seguros de que las reflexiones y conocimientos que Donald compartirá hoy con nosotros enriquecerán a todos los presentes. Como presidenta de FIT-LATAM, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los colegas que se han tomado el tiempo para conectarse en este día sábado de verano en América Latina. Valoramos enormemente su compromiso con la profesión. Es para nosotros inspirador ver esta participación tan activa de parte de ustedes. Desde FIT-LATAM les deseamos una jornada fructífera y enriquecedora. Sin más preámbulos, demos una calurosa bienvenida a nuestro invitado de hoy, Donald Barabé. Donald, merci. Merci tout le monde. Je suis très honoré de l'invitation que vous me faites, de vous parler de l'importance de la traduction et de son statut dans le monde. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer en partageant mon écran. Alors, pour que vous puissiez voir, est-ce que vous la voyez bien? Oui, on la voit bien, merci. Parfait, on va la mettre plus grande. Alors, peut-être un mot sur moi avant de commencer. J'ai décidé à 15 ans de devenir traducteur. Et ce qui m'a marqué, c'est de voir la déception dans les yeux de mes parents. Je me disais, il me semble que c'est une profession qui est importante. Pourquoi mes parents sont-ils déçus? Alors, ça m'a amené à faire des recherches et je vais vous partager avec vous le fruit de ces recherches-là ce matin. Alors, on va parler de l'importance de la traduction, d'abord pour l'économie, ensuite pour la société en général. Et vous allez voir que ça soulève un certain nombre de paradoxes. J'en ai identifié 3. Et on va parler vraiment du statut que la profession a actuellement.
et voir si ça nous satisfait ou si ça satisfait surtout la société et ses membres. Alors, allons-y. Tous les pays du monde, tous, sans exception, exigent que que la documentation sur les biens et services qui entrent à l'intérieur de leurs frontières, donc qui sont importés d'ailleurs, que cette documentation-là soit dans la ou les langues nationales. Et ils le font pour deux raisons. La première raison, c'est pour la souveraineté nationale. Alors, en Italie, en Allemagne ou en Turquie, la vie se déroule en italien, en allemand ou en turc. C'est comme ça pour tous les pays. La deuxième raison, c'est une raison de protection du public. Alors, si vous avez, par exemple, les instructions d'installation d'un siège d'auto pour enfants, quel que soit l'endroit où ce siège d'auto-là a été conçu, a été fabriqué, les instructions doivent être comprises, parfaitement comprises par les parents. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de traduction, il n'y aurait pas de commerce international, ou plus précisément, le commerce international serait limité aux pays qui parlent la même langue. Alors, autrement dit, pour résumer, le Brésil ne pourrait essentiellement commercer qu'avec le Portugal et vice-versa, essentiellement. Alors, heureusement, il y a de la traduction. Petite devinette ce matin, qu'est-ce que les pâtes alimentaires, la démocratie, la psychanalyse et la radio peuvent bien avoir en commun? Un certain nombre de caractéristiques. D'abord, la première, c'est que ce sont toutes des inventions humaines qui ont changé l'humanité. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elles ont toutes été faites dans des pays différents, ces inventions. La démocratie en Grèce, les pâtes alimentaires en Chine, la psychanalyse en Autriche et la radio en Italie. Et la troisième caractéristique, on n'en aurait jamais entendu parler si ça n'avait pas été traduit. Si il n'y avait pas de traduction, il n'y aurait pas de diffusion du savoir, il n'y aurait pas de démocratisation du savoir, il n'y aurait pas d'évolution de l'humanité. Parce que ça voudrait dire que tous les pays du monde seraient condamnés à réinventer des roues qui ont été inventées ailleurs. Ça ne fonctionnerait pas. Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'aurais donné à 15 ans pour pouvoir dire à mes parents que l'économie du monde tourne grâce à la traduction et que l'évolution de l'humanité se fait grâce à la traduction. Vous savez, je suis bien conscient de la réalité. Si je traduis la théorie de la relativité d'Einstein, le génie, c'est Einstein, ce n'est pas moi. Mais je contribue à faire profiter l'humanité de son génie comme traducteur. La demande de traduction atteint des sommets inégalés dans l'histoire de l'humanité. En fait, elle croît plus rapidement que l'économie mondiale en raison de la mondialisation, de l'évolution du savoir humain et des technologies d'information et de communication. Alors, c'est le deuxième secteur de l'économie mondiale qui connaît la plus forte croissance. Le premier secteur, c'est les jeux vidéo. L'une des raisons pour lesquelles il y a une forte croissance des jeux vidéo, c'est parce qu'ils sont localisés, sont traduits. Alors, l'un aide l'autre. Alors, juste pour vous donner une idée, il y a eu une hausse de 176 de la traduction, 13,5 par année de 2009 à 2022. Et on prévoit une hausse de 40 8 par année de 23 à 27. C'est phénoménal. Et regardez, Common Sense Advisory, qui est une des deux firmes dans le monde qui analyse le marché de la traduction, a calculé en 2019, ça fait 5 ans déjà, là, en 2019, que si toute la population des États-Unis, 330 millions d'habitants, toute la population de l'Indonésie, 270 millions d'habitants, et toute la population de la Chine, 1,4 milliard d'habitants, on parle de 2 milliards de personnes là, ici, là, 25 de la population de la planète. Si ces 2 milliards de personnes-là se transformaient miraculeusement en traducteurs professionnels, ils ne réussiraient à traduire que 1 centième de 1%, 1 centième de 1% de tout le contenu multilingue produit chaque jour, dans seulement 100 langues, sur les 7000 langues de la planète. Alors, je répète, 2 milliards de traducteurs professionnels ne traduiraient que 1 centième de 1% de tout le contenu multilingue produit chaque jour dans seulement 100 langues sur 7000. Pas besoin de vous dire que la demande dépasse grandement l'offre et dépasse grandement l'offre qualifiée.
Alors là, il faut qu'on détermine, c'est capital, si la ressource professionnelle est rare, et elle est non seulement rare, elle est très rare, la ressource professionnelle en traduction, il faut s'assurer qu'elle est utilisée au meilleur escient possible. Autrement dit, c'est pas utile qu'un traducteur professionnel traduise une note d'ascenseur pour annoncer le prochain party de la compagnie, là. Alors, ça peut être confié, il faut que ça puisse être confié à une machine. Alors, ça suscite un certain nombre de paradoxes. Le premier paradoxe, c'est le paradoxe du statut. Alors, la traduction revêt une importance vitale pour l'humanité, pas cruciale, mais vitale pour l'humanité, et pourtant, elle est réglementée à peu près nulle part dans le monde. Aux yeux du grand public, le statut professionnel des traducteurs est faible, un cran au-dessus de secrétaire. Et même le marché de la traduction ressemble au marché de la vente de voitures usagées avant que ce marché-là soit réglementé. Aïe! Je vais revenir un petit peu plus loin sur les secrétaires puis sur les voitures usagées, vous allez voir. Okay. Les principales causes de ça, de ce statut carencé de la traduction, la première, c'est le bilinguisme, le mythe du bilinguisme suffisant. Alors, on pense que parce qu'on est supposément bilingue, qu'on peut traduire. Ben, je peux faire un autre parallèle. Moi, j'ai deux mains. Okay? C'est pas parce que j'ai deux mains que je peux jouer du piano. Et c'est pas parce que je pourrais jouer du piano que je pourrais jouer avec l'Orchestre philharmonique de Berlin. Okay? La traduction professionnelle, là, c'est jouer avec l'Orchestre philharmonique de Berlin. La deuxième cause, c'est la porosité des barrières à l'entrée. N'importe qui peut traduire. N'importe qui peut traduire. Alors, si on regarde ailleurs, dans les autres professions, il y a des barrières à l'entrée. Et la première barrière à l'entrée, c'est un diplôme. Un diplôme spécialisé dans le domaine. Et regardez dans notre domaine, ça existe les diplômes, mais ce n'est pas le critère absolu. Ce n'est pas le critère absolu. Et la troisième cause, c'est l'autodépréciation. Ah, on est bon pour ça. Vous remarquerez que, et on voit ça beaucoup, beaucoup dans la documentation en anglais, on parle de la translation industry. Okay? Est-ce que vous avez déjà vu, vous, l'industrie du droit, l'industrie de la médecine, ou entendu parler de l'industrie de la comptabilité? Non. Alors, pourquoi on parle d'industrie de la traduction? Est-ce que vous avez entendu parler de vendeurs de droit, de vendeurs de médecine ou de vendeurs de comptabilité? Non plus. Pourquoi on en parle en traduction? Fascinant. Une autre cause de taux de dépréciation, puis là, je vais faire un parallèle avec deux autres professions, les ingénieurs et les architectes. Parce que vous savez que les ingénieurs et les architectes utilisent des logiciels de conception graphique depuis les années 80. C'est presque 50 ans, plus de 40 ans. Alors, supposons que je suis un architecte et j'ai le mandat de concevoir un nouveau quartier résidentiel, de maisons résidentielles de style victorien. Alors, je vais aller à l'ordinateur et je vais taper dans mon logiciel de conception graphique, comme AutoCAD, par exemple, maison de style victorien. Là, ça va me sortir le logiciel va me sortir un paquet de plans. Je vais écarter les plans qui ne conviennent pas parce qu'en raison de la géographie du quartier et tout ça, je vais garder ceux qui conviennent plus et là, je vais les adapter justement en fonction des besoins de la clientèle, de la géographie du quartier et tout ça. Est-ce que vous pensez que cet architecte-là fait de la post-édition de sortie d'AutoCAD? Non, il fait de l'architecture. Alors, pourquoi nous, on fait de la post-édition? Il faut réfléchir à ça. Le paradoxe de l'ancienneté, c'est une très, très, très vieille activité, la traduction. En fait, ça a commencé par l'interprétation. Il y a plus de 100 000 ans. Les ethnologues, les anthropologues et les linguistes ne s'entendent pas pour dire s'il y a eu une langue mère ou s'il y a eu plusieurs langues en même temps. Mais tous s'entendent pour dire que dès qu'il y a eu deux langues, il y a eu de l'interprétation. Plus de 100 000 ans. On sait par contre que la traduction, elle, a commencé au moment où l'écriture est arrivée, il y a 5 500 ans.
Alors, ça fait longtemps que notre profession existe, minimum 5500 ans. Le paradoxe, c'est que c'est une très jeune profession. Et on va voir, je vais revenir là-dessus un petit peu plus loin. Le troisième paradoxe, c'est le paradoxe de la qualité. La qualité première, qu'est-ce qui définit une bonne traduction? C'est pas qu'elle est claire, qu'elle est exacte, qu'elle est conforme à l'original ou qu'elle est fluide, qu'elle est idiomatique. La qualité d'une bonne traduction, c'est qu'elle est invisible. Et ça, cette invisibilité-là, ça se reflète sur le travail du traducteur et sur le statut du traducteur et des traductrices. Et je vais, pour l'illustrer, je vais y aller avec un petit sondage qui a été fait sur la confiance dans les occupations. Occupation, c'est le terme générique pour les métiers et les professions. Okay? Ça a été fait en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, okay? En 2021. Alors, voici les professions ou les métiers qui suscitent le plus de confiance chez les gens. D'abord, les médecins spécialistes, 93 %, suivi des pharmaciens, pompiers, ambulanciers, infirmiers, infirmières, orthophonistes, opticiens, électriciens. Je ne les passerai pas tous. Regardez, les traducteurs, on n'est pas là encore. Ensuite, ceux qui sont à 90 à 80, OK? Les électriciens sont encore là. Les pilotes de ligne, les médecins sont ici. Les architectes, 87 %. Regardez, nos réceptionnistes, les secrétaires, là, ils sont ici, les secrétaires. 85 % des gens ont confiance dans le travail des secrétaires. Okay? Les comptables, 82 %. Les ingénieurs, 82 %. Les psychologues, 80 %. Les artistes, 78 %. Les juges, ici, 72 %. Les chauffeurs de taxi, 70 %. Vous remarquerez là, que jusqu'à maintenant, les traducteurs ne sont pas là, là. Ni dans le précédent, ni dans celui-ci, dans ce tableau-ci. Okay? On est à 70 à 79 % de confiance. 60 à 69 %. Les journalistes, 68 %. Les spécialistes en éthique, 65 %. Les avocats, 60 %. Regardez, les traducteurs, on n'est pas là encore. Nulle part. Dernier tableau. Les acupuncteurs, les courtiers d'assurance. On finit par prêtres et pasteurs, 40 %. Les derniers, 26 % les vendeurs d'automobiles usagés. Les traducteurs, on est nulle part là-dedans. J'aurais préféré être là en 77e position, donc au moins on aurait été là. Ça signifie ça que pour le commun des mortels, pour la population en général, la traduction n'est pas un métier ou une profession, c'est une activité qui est faite plus ou moins bénévolement pour l'ensemble de la société. Alors, on a vraiment un enjeu de positionnement professionnel. Vraiment un enjeu. Alors, le statut de la profession. 2 citations fondamentales. Nul ne peut empêcher une personne de traduire. Ça vient d'un document très important qui a été produit par l'Union européenne, The Status of the Translation Profession in the European Union. Et c'est très intéressant parce que les auteurs ont regardé le statut de la profession dans le monde entier pour faire la comparaison avec ce qui se passe en Union européenne. Et si je me fie à ce qu'ils ont, le portrait qu'ils ont fait du Canada et du Québec, c'est rigoureusement exact. Alors, je me dis que ça a été comme ça pour le reste et tout ça. Et ça dit, dans tout début de l'introduction, nul ne peut empêcher une personne non qualifiée de traduire. Et je pense qu'ils ont raison. Et une autre qui vient d'un des fondateurs de Common Sense Advisory, les petits fournisseurs de services linguistiques traitent moins de mots que les grands fournisseurs de services linguistiques. Ces 2 affirmations-là résument tout l'enjeu de positionnement professionnel de la traduction et du traducteur. N'importe qui peut traduire. Les traducteurs sont perçus comme des transcripteurs de mots. Tout simplement. Tout simplement. Un cran au-dessus du secrétaire. Pas plus que ça. Alors, ça soulève les questions fondamentales. Est-ce que le fait que 3 questions fondamentales. Est-ce que le fait qu'une personne non qualifiée peut traduire, est-ce que ça pose un problème? Et si ça pose un problème à qui? Et ça pose quel genre de problème? La deuxième question,
Est-ce que la traduction est une profession en bonne et due forme? Et si elle ne l'est pas, est-ce qu'elle devrait le devenir? Et la troisième question, si elle est effectivement une profession en bonne et due forme, ou qu'elle le devient, est-ce qu'elle devrait être réglementée? Et si oui, pourquoi et comment on la réglementerait? Alors, on va passer ces trois questions-là. On est dans les temps? Oui. Je ne veux pas dépasser le temps que vous m'allouez. Alors, est-ce qu'une personne non qualifiée peut traduire? Est-ce que ça pose un problème? Et si oui, à qui et en quoi? Ben, dans le monde actuellement, là, se côtoient la traduction professionnelle, la traduction amateur, la traduction collaborative ou communautaire, la traduction automatique. Et très souvent, c'est confondu aux yeux du public. C'est toutes ces formes-là de traduction, très souvent. Les traducteurs, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient amateurs, les traducteurs humains, ils ne traduisent pas pour eux-mêmes. Ils traduisent pour des lecteurs, pour des destinataires et pour le client. Ils sont faits pour être lus, leurs traductions, par le destinataire, surtout, puis ensuite par le client. Ça veut dire qu'ils traduisent, les traducteurs, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient amateurs, ils traduisent pour la société et pour les personnes qui appartiennent à cette société-là, c'est-à-dire les personnes physiques, les individus, et les personnes morales, les entreprises, les institutions. Alors, la société et ses membres sont les seuls et uniques décideurs du statut d'une profession. Ce n'est pas les professionnels qui décident qu'une profession est reconnue. C'est la société et ses membres qui décident ça. Donc, la question qui se pose vraiment, c'est est-ce que la traduction par une personne qui n'est pas qualifiée, est-ce que ça pose problème à la société et à ses membres? Alors, on va regarder, voir si c'est le cas. Pour répondre, il faut d'abord qu'on définisse qu'est-ce que c'est qu'une personne qui n'est pas qualifiée, puis qu'on analyse les problèmes qui découlent d'une traduction incompétente, okay, faite par une personne non qualifiée. Alors, les qualifications d'abord. La société, on va voir que la société attache de l'importance à la qualification en traduction, qu'elle l'exige dans diverses circonstances. Les deux plus gros marchés de traduction au monde, c'est l'Union européenne et l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada, particulièrement les États-Unis. Okay? Et regardez, en Union européenne, pour la traduction des procédures pénales, il y a une directive qui dit qu'il est nécessaire de dresser un ou plusieurs registres de traducteurs et d'interprètes indépendants possédant les qualifications requises pour traduire les procédures pénales. Okay? Autrement dit, ce qui se passe devant les tribunaux et les jugements des tribunaux. Pour la traduction des modes d'emploi des biens de consommation technique. Alors, mes instructions d'installation du siège d'auto pour enfants, là, par exemple, là, il faut que ce soit confié à des experts qualifiés pour éviter les erreurs de compréhension. Ça, c'est en Union européenne. Aux États-Unis, la traduction des documents médicaux doit être confiée à un traducteur qualifié. Vous avez ici les sources. Là. Okay? Vous avez les sources ici. Ça veut dire que ces directives-là montrent que la société attache de l'importance à la qualité en traduction et que les traductions, pour ça, doivent être faites par des personnes qualifiées. Par contre, ces directives-là ne précisent pas qui répond à la définition de traducteur qualifié et elles n'énoncent pas non plus les qualifications qui sont requises. Tout simplement parce que la société n'est pas en mesure de le faire, parce qu'elle n'a pas, la société et ses membres, l'expertise pour déterminer qui peut exercer une profession. Qui détermine dans la société qui peut être médecin ou avocat? Les médecins et les avocats. Seuls les membres d'une profession détiennent le savoir complexe qui permet d'évaluer si d'autres personnes peuvent être membres de cette profession-là. C'est les professionnels qui sont les mieux à même de contrôler l'exercice compétent de la profession. En fait, c'est une responsabilité que la société délègue aux professionnels. Ça, c'est rédhibitoire. Et vous remarquerez qu'en traduction, on n'a pas déterminé les qualités.
J'ai dit tout à l'heure que il y a une porosité à l'entrée. Les critères à l'entrée sont poreux et on n'a pas déterminé que, par exemple, ça prend un diplôme universitaire en traduction pour être traducteur ou pour être interprète. On n'a pas généralisé ça. Okay? Faire un parallèle avec vous savez quelle est la plus vieille profession dans le monde? C'est la médecine. Elle a commencé à se structurer, la médecine, il y a 2400 ans par le serment d'Hippocrate. Or, en 1905, aux États-Unis et au Canada, en 1905, il y avait un peu plus de 100 ans, plus de 90% des médecins pratiquants n'avaient aucun diplôme universitaire. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui qu'on peut être médecin sans diplôme universitaire? Non. Est-ce qu'on peut imaginer, alors, qu'on peut être avocat sans diplôme universitaire? Non. Comptable sans diplôme universitaire? Non plus. Pourquoi pas la traduction? Pourquoi pas la traduction? Les problèmes que pose une traduction incompétente. Et là, on va parler des notions de risque et des notions de préjudice. Les directives et les règles de l'Union européenne et des États-Unis nous renseignent sur 2 points cruciaux. La nature des problèmes qui découlent d'une traduction erronée. Ils mettent à risque la santé et la sécurité du public ou le respect ou l'exercice de droits fondamentaux. Et la réaction de la société à ces problèmes-là, c'est inacceptable, à tel point qu'elle a décidé, la société, de réglementer la traduction des documents juridiques et des documents médicaux. En traduction professionnelle, le risque, il est d'abord pour le destinataire de subir un préjudice et ensuite pour le client. D'abord pour le destinataire. Alors, les parents qui installent mal le siège d'auto pour enfants parce que les instructions sont mal traduites, c'est les parents d'abord qui subissent, et l'enfant surtout, là, qui subit un préjudice s'il y a un accident. Le client, c'est-à-dire la compagnie, subit un préjudice indirect parce qu'elle va être poursuivie. Après ça, elle va poursuivre le traducteur. La notion de préjudice et surtout de protection contre les préjudices est la clé de la professionnalisation en traduction. C'est vraiment la clé. En traduction professionnelle, il existe 2 types de textes. Les textes préjudiciables et les textes non préjudiciables. C'est une distinction qui est à la fois fondamentale et fondatrice. Vraiment fondatrice. Qu'est-ce que sont les textes préjudiciables? Ce sont les textes pour lesquels une traduction erronée peut causer un préjudice grave, irrémédiable ou difficilement rémédiable d'ordre physique, moral, financier ou matériel. Alors, je répète, c'est un texte pour lequel une traduction erronée peut causer un préjudice grave, irrémédiable ou difficilement rémédiable d'ordre physique, santé par exemple, d'ordre moral, atteinte à la réputation, d'ordre financier, perte financière importante, matériel, la maison va brûler. Okay? Ces textes-là doivent impérativement être traduits par un traducteur qualifié. Impérativement. Tous les autres textes sont non préjudiciables. Idéalement, ils devraient être traduits par un traducteur qualifié, mais au moins un traducteur qualifié devrait au moins superviser leur traduction. Je vais faire un autre parallèle. Vous savez qu'on a 2 caractéristiques fondamentales en commun avec les comptables. La première caractéristique fondamentale, c'est que les comptables, comme les traducteurs, on apprend notre compétence de base, vraiment de base, là, au même endroit, au même moment, à l'école primaire. On apprend à écrire et à compter à l'école primaire. La deuxième caractéristique fondamentale qu'on a en commun avec les comptables, c'est que n'importe qui fait de la comptabilité comme n'importe qui peut traduire. Alors, si vous tenez un budget familial, vous faites de la comptabilité. Si vous faites votre déclaration d'impôt vous-même, vous faites de la comptabilité. Et si vous tenez les livres de votre entreprise, vous faites de la comptabilité. Okay? Et pourtant, les comptables se sont fait reconnaître. Comment ils se sont fait reconnaître, on va le voir un petit peu plus loin. Exemple de texte préjudiciable, les documents traduits par les membres des professions qui sont réglementées dans votre pays et qui engagent leurs responsabilités professionnelles.
Par exemple, seuls les médecins peuvent produire des textes médicaux. Seuls les ingénieurs peuvent produire des plans et devis d'ingénierie. Seuls les comptables peuvent produire des rapports d'audit. Si ces documents-là sont réglementés, seuls les médecins, les comptables ou les ingénieurs peuvent produire ces documents-là. Ces documents-là, c'est parce qu'ils posent un risque de préjudice s'ils étaient produits par n'importe qui. La traduction ne devrait pas être faite par n'importe qui non plus de ces textes-là. Donc, ce sont des textes qui sont réglementés. Les documents qui viennent des industries réglementées, par exemple, l'industrie automobile est réglementée, l'industrie pharmaceutique est réglementée. Les documents officiels, à savoir les documents sur lesquels les autorités publiques et parapubliques se fondent pour prendre ou rendre des décisions. Par exemple, les documents qui sont présentés en cours, les documents d'immigration, les jugements. Et enfin, les documents qui portent sur des produits toxiques, par exemple les médicaments, les instructions pour la posologie des médicaments, les instructions pour l'utilisation des produits dangereux, par exemple les tronçonneuses ou les jouets. Les jouets sont des produits dangereux pour les enfants. Les produits à usage restreint, par exemple les pesticides. Tout ça, ça doit être traduit par un traducteur professionnel, un traducteur qualifié. Ça va? Je vais prendre je sais que je vois qu'il y a plein de questions, là, je vais en prendre, rassurez-vous, il va y avoir du temps pour prendre des questions. Alors, la question, est-ce que la traduction par une personne non qualifiée, est-ce que ça pose des problèmes à la société et à ses membres? Absolument. Surtout pour les textes préjudiciables. Absolument que ça pose un problème. Ça, c'était la première question. La deuxième, la traduction est-elle une profession en bonne et due forme? Et si elle ne l'est pas, devrait-elle le devenir? En sociologie des professions, il y a 3 critères qui permettent de définir si l'occupation en question, c'est une profession. Le premier critère, c'est le savoir spécialisé, okay, qui permet d'énoncer de façon précise et autonome les règles d'exercice de l'occupation. Le deuxième critère, ça nécessite une formation de haut niveau, généralement universitaire, dispensée dans des écoles ou facultés reconnues par l'État et par le public. Et le troisième critère, il y a un idéal de service qui est concrétisé par un code de déontologie. Alors, voyons voir si la traduction satisfait à ces 3 grands critères-là. Alors, le savoir spécialisé. La traduction, particulièrement la traduction des textes préjudiciables, nécessite un double savoir. D'abord, la maîtrise des deux langues et des 2 cultures. C'est fondamental, de départ et d'arrivée. Et, d'autre part, une très bonne connaissance du domaine du texte à traduire. Alors, si c'est le droit, la chimie, les finances, la médecine, on ne peut pas s'improviser traducteur médical ou traducteur juridique. Mais on voit qu'on ne demande pas nécessairement un diplôme en traduction et on ne demande pas non plus une spécialité, dans la plupart des cas. La formation de haut niveau maintenant. Il existerait plus de 500 facultés ou écoles de traduction dans le monde. Okay? Plus de 500. Toutefois, il n'y a aucune théorie qui fait école, qui est reconnue comme la théorie, et il n'y a aucune définition non plus reconnue de la qualité dans le monde. Alors, à quelque part, il va falloir qu'on finisse par s'entendre sur la théorie. Il va falloir qu'on finisse par s'entendre sur c'est quoi une traduction de qualité. C'est fondamental. En plus, le code de déontologie, ça n'existe à peu près pas en traduction. Vous remarquerez que ça n'existe à peu près pas en traduction. Et ceux qui existent s'appliquent à un très petit nombre de traducteurs. Alors, on a du travail à faire de ce point de vue-là. Alors, la traduction est-elle une profession en bonne et due forme? Ben, qu'est-ce que c'est qu'une profession? C'est une occupation qui est socialement organisée et reconnue. Il y a aussi des types de semi-professions. La pseudo-profession, c'est une profession qui en imite une autre. La paraprofession, c'est une profession qui est l'auxiliaire d'une profession établie. Par exemple, les hygiénistes dentaires sont les auxiliaires des dentistes. Les parajuristes sont les auxiliaires des juristes et tout ça. Et il y a aussi les proto-professions, c'est-à-dire une profession qui est en cours de professionnalisation.
Et la traduction semble entrer dans cette troisième catégorie. C'est une profession qui est émergente, qui est en voie de structuration et qui est en quête de statut et de reconnaissance actuellement. Alors, est-ce qu'il serait dans l'intérêt de la société que la traduction devienne une profession en bonne et due forme? Parce que c'est elle qui détermine tout, la société, là. Elle qui détermine tout. La réponse est affirmative, puis elle nous vient de la société elle-même, parce que lorsque la santé et la sécurité des personnes physiques et morales et le respect de leurs droits est en jeu, la traduction doit être confiée à un traducteur qualifié. Alors, la société a dit oui. Elle dit oui, il faut que ce soit réglementé, cette affaire-là. N'importe qui ne peut pas prétendre être traducteur. Mais elle n'est pas en mesure, la société, de dire qui est un traducteur qualifié. Pour ça, elle se fonde sur nous. Alors, il faut que nous, on réponde à cette question-là et qu'on donne cette précision-là à la société. Autrement dit, lorsqu'il y a un risque de préjudice grave, ça doit être confié à un traducteur qualifié. Troisième question, on arrive à la fin. La traduction doit-elle être réglementée? Puis si elle doit l'être, pourquoi et comment? Alors, la société, elle réglemente une profession lorsqu'elle estime qu'il est nécessaire d'encadrer l'exercice de cette profession-là pour protéger le public contre un risque de préjudice grave ou irrémédiable. Okay? Et ce faisant, elle pose 4 gestes cruciaux. Elle détermine que le public risque de subir un préjudice grave et qu'il est nécessaire de réglementer pour protéger le public. Elle identifie le groupe de professionnels qui est le plus apte à protéger le public contre ce risque de préjudice-là. Elle confie à ce groupe de professionnels des responsabilités précises quant à la protection à assurer et elle lui accorde des pouvoirs pour s'acquitter adéquatement de ces responsabilités-là. Et elle confère à ce groupe de professionnels-là un statut. Lequel statut donne prestige à l'occupation. Alors, le statut découle des 3 premiers gestes que la société fait. Il y a 99 questions dans le chat, ou tu vois, là. On va revenir à ça. Alors, la traduction, est-ce qu'elle doit être réglementée? Oui. Pourquoi? Pour assurer la protection de la santé et de la sécurité et assurer le respect des droits fondamentaux. Et c'est la société elle-même qui nous le dit. Alors, comment on fait pour la réglementer? Ben, tous les États dans le monde réglementent des professions. Certains États le font plus que d'autres. Et la recommandation d'une profession, elle découle essentiellement de 2 types d'interventions. Ou bien c'est le public qui dénonce par les plaintes la gravité des préjudices qu'il subit en raison de l'incompétence de certains fournisseurs. Alors, ou bien c'est le public qui se plaint, ou bien c'est les professionnels eux-mêmes qui sensibilisent la société au risque élevé de préjudice. L'activité n'est pas confiée à des personnes compétentes. Et dans la majorité des cas, c'est les professionnels eux-mêmes qui sensibilisent la société, plus que le public, dans la majorité des cas. Alors, il faut s'aligner là-dessus et s'aligner sur les critères qui sont en vigueur dans vos pays respectifs. Alors, en conclusion, la langue appartient à tout le monde et ce serait vraiment illusoire de penser que la société voudrait ou pourrait empêcher tous les polyglottes de se livrer à la traduction. Alors, on ne peut pas empêcher les bilingues de traduire. On ne peut pas le faire. Okay? On peut les empêcher de traduire certains textes, par contre. Ça, oui. L'offre qualifiée en traduction est très largement inférieure à la demande. Dans ces circonstances, il faut absolument s'assurer que la ressource compétente est utilisée au meilleur escient possible à traduire les textes préjudiciables. La traduction est d'une importance vitale à l'humanité pour son évolution, son commerce et communication. Son importance n'est pas connue et encore moins reconnue. Et il incombe aux traducteurs professionnels, donc il nous incombe à nous de susciter cette reconnaissance-là. Alors, ça termine la présentation. Alors là, je pense qu'il y a un paquet de questions. Alors, je suis ouvert aux questions. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui sont en espagnol. Malheureusement, mon espagnol n'est pas assez bon. Bueno, muchas gracias, Donald. Yo tengo acá algunas preguntas que fueron poniendo en el chat.
¿Los intérpretes te están interpretando? Je remercie infiniment les interprètes. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Ah, Et, je vais prendre les questions en français ou en anglais. bueno, la primera pregunta que nos hacen desde Perú es ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando en el mundo de la traducción? Est-ce que quelqu'un peut me la traduire? Ah, eh, Est-ce qu'un interprète pourrait la traduire? ah, alors, il veut un conseil pour quelqu'un qui est en commençant dans la profession. Je m'excuse pour le français, mais... C'est parfait, je comprends parfaitement. Alors, moi, j'ai 3 conseils. Je donne souvent des présentations à des étudiants en traduction et je leur donne 3 conseils. Le premier conseil, c'est que, puis je vais revenir à la comparaison avec des professions. Il n'y a qu'un seul métier au monde et qu'une seule profession au monde qui met des travailleurs sur le marché compétents le jour où ils obtiennent leur diplôme. Une seule, c'est la médecine. Pourquoi? Parce qu'il y a une longue résidence, un long stage. Okay? Toutes les autres occupations, que ce soit un métier ou une profession, ne mettent pas des diplômés sur le marché qui sont compétents, qui sont fonctionnels. Alors, premier conseil, c'est de se faire encadrer par un professionnel. Le deuxième conseil, c'est de se spécialiser. Aujourd'hui, avec la traduction automatique et l'intelligence artificielle, ce qui n'est la traduction générale, de textes généraux, ça va être fait et ça doit être fait par la traduction automatique. Il n'y a pas assez de traducteurs professionnels. Il faut que ce soit fait par la traduction automatique. Et le troisième conseil, c'est joignez votre association professionnelle. S'il y en a une dans votre pays, joignez votre association professionnelle. Et le conseil que je vais donner à l'association professionnelle, okay, c'est de ne pas défendre les intérêts des traducteurs, mais de défendre les intérêts de la société. Le problème avec les associations professionnelles, c'est qu'elles défendent les intérêts des traducteurs, alors que la société, elle est là, les bras croisés. Oui, mais elle dit, c'est quoi mon intérêt à moi? C'est quoi que tu défends pour moi? Alors, les associations professionnelles doivent cesser de défendre les intérêts des traducteurs pour défendre les intérêts de la société. Et comment elles défendent les intérêts de la société? En ayant des traducteurs qualifiés qui ne produisent pas de traductions incompétentes, qui produisent des traductions compétentes. Merci. Otra pregunta. Vous avez activé pour l'interprétation à vos machines? Oui, on utilise la traduction automatique. Je suis un chaud partisan de la traduction automatique dans certains domaines. Non, Donald, il te demande si c'est possible que tu puisses appuyer sur l'icône qui dit interprétation. Parce qu'on a interprétation vers l'espagnol, vers le français, vers l'anglais. Alors, mais il faut que tu appuies sur l'icône qui dit interprétation, s'il vous plaît. OK, je pense que je l'ai fait. Ça doit être français. Tu nous dis si tu écoutes. On peut essayer. Lidia, ¿puedes hablar en español? A ver, tratamos. Bueno, vamos con la segunda pregunta entonces. La segunda pregunta dice, ¿es necesario que un país se involucre para registrar las condiciones de esta profesión? Est-ce que c'est nécessaire qu'un pays réglemente la profession? Oui, c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire si on veut avoir la traduction qualifiée.
c'est absolument nécessaire que un pays réglemente la traduction. Mais le pays ne sait pas comment faire. C'est les traducteurs qualifiés de ce pays-là qui doivent se réunir en association et qui établissent les critères d'un traducteur qui fait qu'une personne peut être reconnue comme un traducteur qualifié. Alors, c'est fondamental pour éviter que des traductions erronées causent préjudice aux membres de la société. C'est vraiment fondamental. Est-ce que ça fonctionne, l'interprétation? Sí, sí. Oui, oui, très bien. Formidable. Vamos con la tercera pregunta, entonces. Preguntan si existe una certificación en la norma ISO 17100 y si es así, ¿dónde se puede obtener? Ah, les normes ISO. C'est très intéressant. J'ai des discussions très intéressantes avec la FIT sur les normes ISO. Quand vous regardez les normes ISO, il n'y en a aucune, et je dis bien aucune, qui porte sur des services professionnels, comme les services juridiques, comme les services médicaux, comme les services comptables, comme les services psychologiques, les services de travailleurs sociaux. Il n'y en a aucune. Nous sommes la seule exception. La seule exception. Ce n'est pas une bonne idée. Les normes en traduction devraient être établies par des traducteurs et elles devraient être établies, ma position à moi, c'est qu'elles devraient être établies par la FIT elle-même. La FIT a la crédibilité professionnelle et internationale pour pouvoir établir les normes en traduction. Il n'y a pas de normes ISO en comptabilité. Vous savez, la meilleure comparaison, là, c'est vraiment là, avec les comptables. C'est incroyable, les parallèles qu'on peut faire avec les comptables. C'est incroyable. Alors moi, par exemple, je fais ma déclaration d'impôt avec un logiciel comptable. Okay? Alors, et qui travaille sur le logiciel comptable pour s'assurer qu'il respecte les normes comptables? C'est des comptables. Des comptables font des logiciels comptables, des logiciels de comptabilité et de fiscalité qui leur enlèvent du travail parce qu'ils en ont d'autres ailleurs. Okay? Alors, c'est fondamental, donc, qu'on ait des normes, mais les normes en comptabilité, ils sont faits par les comptables, par l'Institut international des comptables agréés. Alors, nous, notre Institut international des traducteurs, c'est la Fédération internationale des traducteurs, c'est la FIT. La FIT devrait faire des normes et pas l'ISO. Pas l'ISO. Bueno, muchas gracias. Sigamos. La próxima pregunta dice, los traductores literarios y técnicos científicos no están colegiados en Argentina. ¿Esto nos perjudica? Pregunta la colega. Écoutez, je ne connais pas bien, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le dernier élément de la phrase, mais je sais que vous parlez du collège en Argentine. Vous savez qu'il y a à peu près 5 endroits dans le monde où les traducteurs sont reconnus. Et c'est très intéressant. Il y en a 4, au moins 4 en Amérique du Sud et latine, puis il y a au Québec. C'est très intéressant. Et on parle toutes des langues romanes. C'est très intéressant de voir ça, là. Okay? Alors, malheureusement, je n'ai pas saisi la fin de la question. Alors, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir répondre. Alors, mais je sais qu'en Argentine, la profession est mieux structurée qu'à bien des endroits dans le monde. Et on vous envie votre structure, d'ailleurs, au Québec. Bueno, muchas gracias. La próxima dice, ¿cuánta influencia tiene la traducción automática de la lengua inglesa en la gramática francesa? Écoutez, la traduction automatique actuellement, qu'on le veuille ou non, c'est elle qui traduit 99% de la traduction qui se fait dans le monde. Ça se fait par traduction automatique. Et on voit très bien, puisqu'on est des traducteurs professionnels, on voit très bien les limites de ça. Ce qui est très encourageant, c'est que maintenant, à peu près tout le monde utilise la traduction automatique dans le monde. Il y a 5,3 milliards de personnes qui ont accès à l'Internet. Ces 5,3 milliards de personnes-là utilisent la traduction automatique.
Et tout le monde se rend compte qu'elle a des limites, la traduction automatique. Alors, la traduction automatique devient, bizarrement, ce qui fait notre meilleure publicité, à nous les traducteurs professionnels. Elle, elle montre ses limites, la traduction automatique. Et là, les gens disent, oh, pour ce texte important-là, il faut que je fasse affaire avec quelqu'un de qualifié. Le problème, c'est que la société ne sait pas vers qui se tourner pour dire. Alors, il y a bien des gens qui prétendent être qualifiés, qui ne le sont pas. Et c'est là où c'est important que dans chaque pays, la profession se structure pour déterminer qui est qualifié. C'est là que c'est vraiment, vraiment crucial. Alors, la traduction automatique, elle fait du bon travail jusqu'à un certain point. Bueno, próxima pregunta. ¿Cuál es la necesidad de la localización para los países latinoamericanos? Ah, c'est capital. La localisation est capitale partout dans le monde. La localisation est capitale. Écoutez, vous regardez, prenez Microsoft et Windows, Word dans Windows. Regardez la liste de langues qu'il y a. Et je vais prendre juste en français. Il y a français France, français Belgique, français Suisse, français Canada et français Afrique. Alors, il y a au moins 5 français. Alors, et je suis sûr qu'il y en a autant en espagnol. Là. Alors, la localisation, c'est capital. C'est absolument capital. C'est d'ailleurs ce qui permet à la localisation à l'industrie des jeux vidéo de connaître une croissance fulgurante parce que les jeux vidéo sont localisés. Bueno, próxima pregunta. Considerando el avance de la inteligencia artificial, ¿cómo ve el impacto en la demanda para la traducción especializada? L'intelligence artificielle, ce qu'on constate, c'est que l'intelligence artificielle, comme ChatGPT là, actuellement, là, est moins performante que les bons logiciels de traduction automatique. Okay? Mais c'est un peu comme la traduction, ce que je disais au sujet de la traduction automatique. Plus les gens utilisent l'intelligence artificielle et plus les gens voient que l'intelligence artificielle hallucine. Okay? Elle dérape, elle commet des erreurs. Et alors, plus les gens s'en méfient et plus ils voient qu'il est important de faire affaire avec des professionnels. Alors, donc, l'intelligence artificielle et la traduction automatique nous font une excellente publicité. Alors, une excellente publicité. Et je ne suis absolument pas inquiet pour savoir si l'intelligence artificielle va nous remplacer, nous les traducteurs. Je suis absolument pas inquiet. Pas du tout. Pas du tout. Bueno, la segunda parte de esta pregunta dice, ¿qué habilidades piensa que serán importantes en este caso, con el avance de la inteligencia artificial? Aïe. Malheureusement, là, celle-là, je n'ai pas comprise. Et je n'ai pas l'interprétation. Ah. Les autres, j'ai réussi à les comprendre. Mais celle-là, je n'ai pas comprise. Ah. Pouvez-vous la répéter? ¿Qué habilidades piensa que van a tener que desarrollar los traductores que serán importantes ante el avance de la inteligencia artificial? Je pense que je vais juste pouvoir me répéter. Comme je disais, je suis vraiment pas inquiet que l'intelligence artificielle va nous remplacer, absolument pas. Mais elle va nous aider. Vous savez, si 2 milliards de traducteurs ne réussiraient qu'à traduire que 1/100 de 1% du contenu multilingue qui est produit chaque jour, on a vraiment besoin d'aide. On a besoin d'outils. Alors, plus les outils vont être perfectionnés, plus ça va nous aider. Alors, mais on ne sera pas remplacé pour autant. On ne sera pas remplacé. Vous savez qu'actuellement, en fait, c'est comme ça depuis plus de 10 ans, l'intelligence artificielle a un taux d'exactitude d'analyse des radiographies de plus de 95%. Les radiologistes, moins de 85%. Ne sont pas remplacés, les radiologistes. Bueno, y la última pregunta que tenemos dice, en Argentina la profesión del traductor público está reglamentada por ley. ¿No sería un modelo a seguir?
C'est un excellent modèle et on vous envie ça au Québec. Alors, on est reconnu aussi juridiquement au Québec, mais ce qu'on est en train de faire reconnaître, c'est ce qu'on appelle des actes réservés, que certains textes ne soient confiés qu'aux seuls traducteurs membres de l'OTIAC. Alors, le modèle argentin, c'est un excellent modèle qui devrait être copié un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie infiniment. J'espère que j'aurai répondu aux questions des gens. S'il y a des gens qui veulent m'écrire pour qu'il n'y a pas de problème, je vais leur répondre. Ça va me faire un grand plaisir. Bueno, Et un mille merci aux interprètes. Pati. Ok, bueno. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Donald Parabey por su inspiradora charla que compartió con nosotros. Gracias por dedicar su tiempo y compartir sus experiencias de manera tan valiosa. A nuestros intérpretes, muchas gracias por su increíble apoyo, esencial para el éxito de este evento. Esperamos poder contar con ustedes nuevamente en el futuro. Gracias al equipo de colaboradores por la logística, dedicación y a todos ustedes por su tiempo para que lográramos la realización de este webinar. Dejo las palabras a nuestra vicepresidenta 2 para que nos despida esta charla. Bueno, antes de despedirlos, yo quiero agradecerles a todos los asistentes a nuestro primer webinario del año 2024 y quiero agradecer todos los saludos que me mandaron desde toda América Latina, desde Francia, desde un montón de lugares del mundo, agradeciendo esta charla. Y nosotros queremos enfatizar que estamos seguros de que la colaboración entre los centros regionales de la familia FIT es lo que va a hacer visible nuestra profesión y la va a jerarquizar. Y sabemos que esperamos verlos prontos a todos. Tenemos un montón de otras actividades organizadas para el 2024 y esperamos que todos asistan para seguir conociéndonos mejor. Muchas gracias a todos por su participación. Je vois qu'il y a 39 questions. Alors, gênez-vous pas pour me les envoyer. Je vais répondre en français et en anglais. Alors, gênez-vous pas pour me les envoyer. Je vais répondre. Je vais prendre le temps de répondre. Merci, Donald. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Est-ce qu'on fera une photo avant de finir? Ah, On va faire une photo avant de finir avec tous, avec les interprètes aussi, bien sûr. avec le public. Estamos seguros de que todos pueden prender las cámaras. A ver, confirmemos, por favor. O si Luis puede dar acceso. No, que solamente los panelistas podemos encender la cámara. Bueno, Intérpretes. Vamos a los intérpretes que por favor enciendan la cámara un minuto. Esperamos, acá ya están los intérpretes. Tenemos a Juan y a Meli. dice que los intérpretes no pueden en el chat. Sí, ya están encendiendo la cámara. Okay. Juan, Amelie, Alana y Mariana. Ya. Vamos a tomar una fotografía. On va faire une photo avec tous les interprètes aussi, Donald, et Oui. avec toute l'équipe de FIT Latam. C'est parfait. Ok, vamos a tomar la fotografía. Por favor, ver todos a la cámara, sonrientes. 1, 2, 3.
Vamos a esperar que Amélie vuelva a ver a la cámara. Gracias. 1, ok. 1, 2, 3. Ok, un momento, por favor, para verificar. Vamos a tomar otra, perdón, vamos a tomar otra. 1, 2, 3. Vuelvan a ver todos a la cámara. Listo. Ok, voy a tomar otra, una tercera, porque hay un problema, algunos ojos ¿Alguien cerrados. más puede tomar? Y ya con esa terminamos, Bianchi, por favor. Ujú. Ok. Ahora sí. Listo, ahora sí. Ya, muchas gracias. Bueno, Sí, merci, au revoir. Merci, au revoir. gracias a Merci à todos. Juan, Mariana, Amélie, Aldana. Merci à toi aussi pour te connecter, partager tes connaissances, Donald. On te remercie vraiment. Moi aussi. Alors, merci beaucoup de l'invitation et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.